Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Joulou Christian et je suis heureux de vous présenter aujourd'hui un nouveau sujet, les actifs numériques dans la blockchain. Alors, dès le départ, posons une base. Les actifs numériques ne sont pas apparus en même temps qu'avec la blockchain, elles sont antérieures à l'apparition de la blockchain. On les retrouvera par exemple dans ce qu'on appelle des systèmes de tenue de registre. Selon la EU Blockchain Observatory and Forum, on peut définir les actifs numériques issus du monde de la blockchain comme une chaîne de caractères souvent stockée dans un format binaire qui représente soit des valeurs, soit des droits ou parfois des obligations qui peuvent être exercées dans des contextes spécifiques. Dans le cadre précis de la blockchain, on appelle ces actifs numériques des tokens. Et ceux-ci sont censés représenter un droit, une obligation, une valeur. Alors, il faut retenir qu'il y a deux façons de produire un token, soit par le minage, mining, c'est l'exemple de Bitcoin ou de Ethereum, ou du moins Ethereum 1.0. Ensuite, on a la production ou minting, M-I-N-T-I-N-G. C'est l'exemple de la blockchain Tezos ou de Tomochain. Alors, de ce petit mot appelé token vient un concept qui s'appelle la tokenisation, qui est en fait un processus de conversion des droits de propriété d'un bien, d'un capital, au format numérique représenté par un jeton dans une blockchain. Alors cette représentation peut être classée suivant trois familles de tokens qui ont pour base des fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est que un token peut être défini comme une monnaie d'échange. C'est le cas de l'Ether, mais c'est aussi le cas du Bitcoin, c'est également le cas de l'USDT ou de Monero, etc., etc. Généralement, la plupart des tokens sur le marché et qui sont sous le format ERC20 sont des tokens avec une fonctionnalité de monnaie. La deuxième fonctionnalité consiste à utiliser le token comme représentation d'un bien. Ça peut être sous forme d'investissement, par exemple en utilisant le ERC 1400, ou alors ça peut être sous forme de représentation d'un objet d'art, par exemple un vase, une peinture, sous la forme d'un bien intangible, d'un token intangible, représenté par le ERC 721. Et enfin, il y a une dernière fonctionnalité qui est celle d'utilité, donc qu'on appelle le token d'utilité. Ce token est par exemple utilisé par Filecoin. Si vous possédez des tokens Filecoin, vous pouvez acheter un espace de stockage dans un cloud décentralisé, ou alors vous possédez des tokens RLC de IXS qui vous permettent d'acheter de la puissance de calcul. Mais en réalité, ce que nous remarquons, c'est qu'un token n'a pas qu'une seule nature. En effet, on trouvera qu'un token peut passer d'un moment à un autre dans au moins deux des fonctionnalités, sinon avoir les trois fonctionnalités en même temps. C'est une utilisation souple qui permet par exemple à Bitcoin d'être une monnaie, donc du cash, mais du cash numérique, ou à Ether qui fait à peu près la même chose, qui permet d'être un titre. Prenons l'exemple, lors d'un ICO, je peux acheter des jetons ERC20 grâce à des Ethers. Tout comme je peux après utiliser les mêmes Ethers pour acheter un café, un expresso dans un restaurant. Ou alors, pour les amoureux du complètement numérique, il y a la possibilité aujourd'hui d'acheter des CryptoKitties sur des exchanges décentralisés ou centralisés. Ceci nous amène justement à nous poser la question de la nature juridique des tokens. En réalité, lorsqu'on se penche sur cette question, on se rend compte qu'aujourd'hui, les politiques, les législateurs tentent de comprendre les différentes fonctionnalités d'un token et surtout les décisions qui poussent un utilisateur à faire passer son token de nature de monnaie à une nature de titre ou alors d'utilité. Pourquoi cette approche? Eh bien, c'est parce que dans la finance traditionnelle, selon la façon dont un actif est classé, on observe des obligations réglementaires différentes. Par exemple, lorsqu'un token est classé comme un titre, les émetteurs doivent respecter la réglementation des valeurs mobilières. Donc aujourd'hui, il est très important aux yeux des législateurs et des politiciens que les entreprises issues de l'industrie de la blockchain et des contrats intelligents et des crypto-monnaies définissent précisément quelle est la nature des tokens qu'elles émettent afin de pouvoir déterminer si leur token est soit un titre ou alors un instrument financier ou tout simplement
une monnaie d'échange, qu'on pourrait encore appeler un mode de paiement. Alors nous allons parler du marché unique européen, mais par extension, je parlerai aussi du marché unique africain, donc le marché numérique en Afrique, ça va être la ZLECA, pour dire ceci. Aujourd'hui, il n'y a pas une orientation complète sur cette question. Et ça pour une raison très très simple, c'est que sous d'autres cieux, par exemple en Chine ou aux États-Unis, à quelques différences près, il est aujourd'hui difficile pour les législateurs et les politiciens de définir un cadre juridique qui ne puisse pas brimer l'innovation et le potentiel que contient la blockchain et les contrats intelligents. Et tant que ces entités, Union africaine, Union européenne, se retiennent, ils permettent de développer un marché numérique unique de la blockchain dans leur espace respectif, tout en permettant à une finance décentralisée de se mettre en place. Nous allons prendre l'exemple de quelques États qui ont essayé de définir les différents tokens existants. Le premier de ces États, c'est la Suisse, avec notamment l'autorité de surveillance des marchés financiers qu'on appelle la FINMA. Alors, cette autorité a fait une distinction entre le token de paiement, le token d'utilité et le token titre. Par exemple, dans le cadre de token d'utilité, la FINMA a défini qu'un token était considéré comme token d'utilité s'il était destiné à fournir un accès numérique à une application ou à un service. En Grande-Bretagne, nous avons la UK Crypto Asset Task Force qui a fait également une distinction entre ce qu'ils appellent des security tokens, donc l'équivalent des titres, des exchange tokens, la monnaie, et des utility tokens, les tokens d'utilité. Maintenant, au niveau de l'Union européenne, nous avons également l'autorité des marchés financiers qui s'appelle l'ESMA, ESMA, qui considère que les tokens d'utilité sont des tokens destinés à fournir l'accès à une application ou à un service spécifique, mais ne sont pas acceptés comme un moyen de paiement dans d'autres applications. Le problème de ces définitions réside dans le fait que pour le moment, les contrats intelligents ne sont pas toujours legal by design. Je m'explique. Je vais partir de la logique très souple que l'on rencontre dans le monde de la blockchain, des crypto-monnaies et du contrat intelligent, celui de la transaction. Prenons le cas d'un vieux contrat intelligent, disons par exemple un ERC 721 qui a été déployé en 2018 sous la forme d'un CryptoKitties. Supposons que le propriétaire de ce CryptoKitties voudrait vendre une partie des droits de propriété qu'il a sur cet objet d'art. Et supposons que cet objet d'art coûte à peu près 100 000 euros. Il met l'œuvre d'art sur Index, un marché secondaire décentralisé, ou un marché secondaire centralisé, comme par exemple Binance, et reçoit 3 propositions, chacune de 25 000 euros. Donc il a la capacité de se débarrasser pour le moment des 3/4 des droits de propriété intellectuelle de son œuvre d'art. Pour le faire, il va utiliser un contrat intermédiaire qu'on appelle généralement escrow contract, qui permettra de donner à chacun des acheteurs l'équivalent en token de 25% de cette œuvre d'art. La loi stipule que le propriétaire d'un token devra impérativement être en possession du bien que ce token représente. C'est une logique qui, à mon sens, détruit un tant soit peu l'innovation liée au contrat intelligent, ou du moins à l'utilisation du contrat intelligent. Par exemple, si nous prenons le ERC 1400. Avec le ERC 1400, il est tout à fait possible de posséder un bout de l'ensemble d'un bien. Ce qui, à mon sens, n'était pas très clair concernant la finance traditionnelle. Alors, pour les autorités de marché financier, c'est de faire en sorte que la finance décentralisée ressemble à la finance traditionnelle. Et donc, nous revenons toujours à la même proposition d'innovation ou de statu quo. Ce qui peut être dit, c'est qu'aujourd'hui, le milieu, l'écosystème, l'industrie de la blockchain, des contrats intelligents et de la crypto-monnaie est encore très fragile. Et dans ce sens, il serait très dommageable de commencer par poser des règles juridiques qui viennent limiter ou mettre des barrières dans l'innovation ou le potentiel de ce qu'apporte la blockchain. Et pour preuve, si le Bitcoin n'avait pas été déployé de façon anonyme, elle n'aurait pas subsisté ou bien survécu au RGPD, par exemple.
parce qu'il s'agit de deux mondes quand même assez distincts, où d'une part nous avons un monde centralisé et d'autre part un monde décentralisé qui travaille, qui fonctionne sur l'algorithme de la confiance. Ce qui est positif aujourd'hui, c'est que l'Union européenne a adopté une position attentiste afin de voir comment progressivement se développe et se consolide l'écosystème blockchain. Ceci est une très bonne chose, dans la mesure où au moins une décennie est laissée à l'écosystème blockchain, tout comme il a été laissé aux GAFAM, afin, dans un premier temps, de s'autoréguler et de créer de nouvelles règles qui permettent de mettre ensemble des sortes de garde-fous pour préserver les investisseurs, les consommateurs et les entrepreneurs. Ceci laisse entendre que, à la fin de cette décennie, donc en 2030, nous pourrions voir poindre un équivalent du RGPD, mais pour le monde de la blockchain et plus spécifiquement pour le monde des tokens et le monde des contrats intelligents. Cette position d'attentiste pourrait être également adoptée par l'Union africaine tout en créant des sandbox, des bacs à sable, pour permettre aux entrepreneurs, aux investisseurs et aux consommateurs d'adopter et d'adapter l'écosystème blockchain aux besoins des uns et des autres au fur et à mesure. Nous allons dans les prochains jours analyser ensemble les différents contrats intelligents, dont les contrats soit qui permettent des transactions ou des contrats qui permettent la création de nouveaux tokens, puisqu'il y a de plus en plus d'entreprises qui permettent de créer soi-même un token et de définir sa valeur, afin de comprendre le fonctionnement des tokens et du contrat intelligent, les avantages et inconvénients qu'ils apportent, et surtout les possibilités actuelles, au vu des avancées de cette technologie, d'ajouter des éléments legal by design. En attendant, vous trouverez des cours gratuits et payants sur mon site web que vous trouverez en description, qui s'appelle dipfab.com, qui vous permettent de comprendre l'univers de la blockchain, l'approche RGPD, mais également l'approche droit des contrats. Nous développons au fur et à mesure de nouveaux cours qui vous permettent d'acquérir de nouvelles compétences et d'être plus résilient en tant que professionnel. Moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour un nouveau sujet. Je vous remercie pour votre attention et pour votre précieux temps. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur christian@dipfab.com.